Bon, alors moi, je voulais commencer notre conférence en nous présentant, mais c'est déjà fait. Donc, ben oui, tout ce qui a été dit est vrai. On est psychothérapeute, on a écrit des livres, on a animé des groupes. En fait, on est ensemble depuis 25 ans. Et on a tous les deux été, et on est encore passionnés par le couple. Et donc, on s'est rencontrés après avoir essayé l'amour-passion avec des partenaires successifs. Et en se rencontrant, après un certain temps, on a décidé de s'aventurer dans le couple à long terme, en acceptant les remises en question qui viennent au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Et on ne savait pas très bien où ça allait nous mener. Et on est encore étonné aujourd'hui que ça fait 25 ans qu'on s'est rencontrés et qu'on est toujours ensemble. Et on est très ravis de ça, faut dire. Tu veux dire quelque chose? Non, je suis très ravi. je commence alors. Ah oui, non, je croyais que tu voulais que je dise quelque chose à ce sujet. Ça va comme ça? C'est pas trop fort? Ok. Moi, j'avais juste envie de dire qu'un fil conducteur pour ce soir, ça va être l'idée que pour durer dans un couple, il faut travailler. Ça tombe pas du ciel. Et je pense que vous en êtes convaincus puisque vous êtes là. Et en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher, en attendant de prendre la parole, de compter les hommes. Alors, il y a plus ou moins 120 personnes et j'ai compté 22 hommes. C'est intéressant et ce n'est pas par hasard. Je pense que c'est intéressant pour nous, les hommes, de réaliser que la plupart du temps, bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, les femmes sont moteurs pour que le couple évolue, pour que le couple cherche, pour que le couple ne se repose pas sur ses lauriers. Donc, ce n'est pas par hasard si, mesdames, vous êtes plus nombreuses ce soir que les hommes. Un lourd poids sur nos épaules. Alors, on aime ça. Alors, donc ce soir, le titre, c'est Couple réel, couple rêvé. Et donc, ça va être un petit peu le fil conducteur des différents thèmes qu'on va aborder. Et le premier, c'est l'engagement. Parce que c'est celui, finalement, c'est la première tâche d'un couple, c'est de s'engager. Et donc, dans le couple rêvé, quand on est amoureux, c'est très facile. On s'engage, bien sûr, c'est pour la vie, et tout se passe bien. D'ailleurs, quand on est amoureux, tout va bien pour soi, dans le couple, et même par rapport au monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est amoureux, on arrive à l'arrêt de bus, justement, il y a le bus qui arrive, on arrive sur une terrasse bondée, en plein soleil, et c'est la meilleure table qui se libère. Donc c'est comme si le monde entre en résonance aussi avec notre état amoureux. On est toujours content de se voir, on se met sur son 31, c'est nouveau, on se découvre, on est passionné, on est intéressé, on est curieux. On ne voit que les qualités de l'autre et on se raconte de belles histoires comme on s'est déjà connu dans une vie antérieure, c'est pas possible, il y a tellement d'aisance, on est des âmes sœurs, on était faits pour se rencontrer, enfin, toutes ces belles histoires qui sont très importantes parce qu'elles sont fondatrices aussi, c'est fondatrices du mythe du couple. Alors après, il y a le couple réel. Le couple réel, ça a beaucoup à voir avec les hormones au départ, parce qu'on a tous des hormones qui nous poussent à nous accoupler, c'est-à-dire à chercher un partenaire pour que l'espèce continue, pour que l'espèce s'améliore, et donc il y a vraiment un moteur comme ça pour aller chercher l'autre. Alors, comment est-ce qu'on se choisit ? Aussi avec le physique. Les sociologues, les anthropologues nous disent qu'en fait, on va rencontrer des gens, être attirés par des personnes qui nous ressemblent physiquement. Donc ça, c'est déjà tout à fait inconsciemment, mais c'est un des critères. On va aussi, les vêtements vont nous dire beaucoup sur la personne qu'on va choisir. Par exemple, les vêtements qu'on porte disent beaucoup sur les valeurs qu'on a. Et les valeurs communes dans un couple, c'est très important de partager les mêmes valeurs. Et donc le fait, je ne sais pas si vous voyez rarement quelqu'un hyper sophistiqué avec quelqu'un en jogging en couple. Ils vont plutôt être habillés un peu la même chose.
Et puis, évidemment, plus on se rapproche, plus il y a des sens qui sont importants, comme l'odorat et le toucher. Il faut que ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est le côté hormonal, qui est très inconscient, mais qui fait partie du couple réel. Alors l'autre difficulté par rapport à l'engagement, c'est la longévité du couple. C'est ça qui fait peur, parce qu'on en a pour un moment ensemble si on s'engage. Et donc au jour d'aujourd'hui, un couple a une durée moyenne de 10 ans, à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, la durée moyenne des couples était de 10 ans aussi. Alors aujourd'hui, c'est le divorce qui fait que les couples se séparent. Et la cause principale qui est mise en avant, c'est l'adultère. Avant le XXe siècle, la cause principale de la fin des couples après 10 ans, c'était la mort. Soit l'accouchement, soit la guerre, soit les maladies. Jusqu'au début du XXe siècle, l'espérance de vie est de 40 ans. Donc évidemment, ça raccourcit aussi beaucoup la durée de vie de couple. Et donc au début du XXe siècle, l'espérance de vie s'allonge et donc la durée des couples s'allonge aussi. Et alors on arrive à des couples qui durent pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et comme ils n'ont aucun outil de réflexion ou de communication, ce qui est développé quand même un peu plus aujourd'hui, il y a beaucoup de disputes et ça devient souvent l'enfer. Et on doit rester ensemble parce qu'il y a un diktat culturel et religieux, comme quoi on ne peut pas se séparer. Et donc on reste ensemble malgré l'enfer. Et ça, c'est le XXe siècle en fait. Et donc on arrive à la fin du XXe siècle, dans les années 60, où les jeunes, témoins des parents, de leur couple de parents qui restent ensemble parce qu'ils doivent, ils décident de tout casser, de mettre à la poubelle le couple raisonnable et de le remplacer par le couple passionné. Si on doit rester ensemble pendant 50 ou 60 ans, mais il faut qu'on s'aime pendant 50 ou 60 ans. Et donc on va être amoureux pendant 50 ou 60 ans. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne toujours pas. Et donc on ne sait pas très bien comment faire, puisque on aimerait bien rester ensemble longtemps, mais en même temps, c'est très nouveau, donc il va falloir inventer quelque chose. Alors, nous, par exemple, si je reviens au couple rêvé, c'est vrai qu'on était un deuxième couple, donc on avait peut-être un peu plus de distance et de maturité par rapport à cette côté passion, mais aussi il y avait la distance. Moi, je vivais à Genève, Serge vivait à Bruxelles, et donc on se voyait une semaine, tous les 2-3 mois, et vous pensez, pendant cette semaine-là, c'était extraordinaire. Parce que quand Serge venait à la maison, j'avais fait le ménage, j'avais été chez le coiffeur, j'avais été chez l'esthéticienne, j'avais fait les courses. On ne pouvait être que l'un avec l'autre, et vice-versa dans la même chose, dans l'inverse. Non, je n'allais pas chez l'esthéticienne. Mais disons, donc on était complètement dans le couple rêvé. Et quand, après 4 ans, on a décidé de vivre ensemble, parce qu'on en avait un peu marre de faire les allers-retours, ça a été l'atterrissage assez brutal, finalement, de tout d'un coup devoir partager un territoire, d'être là tous les jours, de ne plus être dans le manque, de ne plus être dans l'insécurité, et donc d'être ensemble au quotidien et d'apprendre à décoller le côté amour et le côté désir, excitation, puisque c'était quand on vit ensemble, enfin, on en parlera plutôt dans le thème de la sexualité après. Mais enfin, c'était vraiment tout d'un coup autre chose que de se mettre à vivre ensemble tous les jours, tout le temps, et de ne plus se quitter après une semaine. Donc je reviens à mon engagement et à l'idée du couple. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un couple fonctionne ? Quand on pose la question aux gens, c'est magnifique les réponses, d'un romantisme époustouflant. Il faut la confiance, il faut la complicité, il faut de l'amour, il faut que ça dure toute une vie, il faut être fidèle. Enfin, c'est génial. Mais bien sûr, il faut tout ça. Mais ça ne suffit pas. Dans un couple réel, il faut aussi partager les mêmes valeurs, avoir un projet ensemble, avoir un sentiment de sécurité, apprendre à se partager les tâches, se rendre la vie plus facile. Et donc, tout ça, ce sont des tâches à faire. Plus, qu'est-ce que je pourrais dire ?
plus on se ressemble, et c'est là où la ressemblance physique est intéressante aussi, plus on va se ressembler aussi au niveau des valeurs, plus ça va être facile de s'engager dans le long terme. Les couples se disputent sur leurs différences. Par exemple, nous, on vient du même milieu social, on a le même niveau d'études, et donc c'est pas là-dessus qu'on va tellement s'affronter, parce qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Par contre, on venait pas du même pays, alors c'est pas encore très loin, hein, la Suisse, la Belgique, mais il y a des différences, et des différences qu'on a dû travailler ensemble. Et on a une différence d'âge aussi, ça c'est une grande différence aussi qu'on a dû travailler, hein, parce que on a 13 ans de différence, et bon, quand on est amoureux, on s'en fiche complètement. Mais quand on n'est pas plus amoureux, enfin, quand on vit dans un couple réel au quotidien, on est plus dans la réalité, quoi, de voir l'autre tel qu'il est, eh bien, ça faisait des vraies différences de stades de vie différents, d'étapes de vie différentes, de niveaux d'énergie différentes, des désirs différents. Et donc ça a été vraiment quelque chose qu'on a dû beaucoup travailler. Et donc s'engager, c'est s'engager à quoi finalement ? Eh bien, c'est s'engager dans un couple à long terme à accomplir des tâches matérielles, on va dire, comme créer un foyer, une famille, partager des tâches, c'est-à-dire la maison, l'éducation des enfants, la vie sociale, et puis aussi développer des comportements liés à des valeurs humaines. Par exemple, la solidarité, le soutien pour les projets, l'acceptation de l'autre, ça c'est un grand programme. Parce qu'au début, quand on est amoureux, ben, on est pareil. On se comprend sans se parler, c'est merveilleux. Ça ne dure pas. Et donc il va falloir comprendre, accepter que l'autre est différent, mais aussi. On apprend la tolérance, on doit apprendre à faire des compromis. Le mot compromis aujourd'hui, ou concession, a très mauvaise presse. Non, il ne faut pas faire des compromis. Mais le couple, à long terme, c'est un océan de compromis. Hein, et donc c'est vraiment apprendre le compromis, mais pas un compromis où on est avec un perdant et un gagnant, parce que c'est pour ça qu'il a mauvaise presse, le mot de compromis. C'est parce que quand on fait un compromis, il y a un perdant et un gagnant. C'est pas un bon compromis. Un bon compromis, c'est où il y a deux gagnants. C'est où on a discuté assez pour être d'accord, voilà moi ce que je veux, voilà toi ce que tu veux, et de trouver ensemble une solution qui convienne aux deux. Et ça prend du temps. En tout cas au début. Et puis après, plus la relation avance, plus ça devient facile de faire des compromis parce qu'on se connaît bien. On doit apprendre à gérer des conflits. Ça, c'est formidable dans le couple. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment bien apprendre. À sortir de la polémique. On peut apprendre la bienveillance. On peut apprendre à se rendre la vie plus agréable, plus aimante, à s'ouvrir au monde, à faire confiance. Ça, c'est tout des tâches plus humaines qu'on peut aussi apprendre dans le couple. Par exemple, nous, on a dû apprendre à sortir de notre bulle. On était souvent confrontés à une autre manière de voir la vie. Parce qu'avec nos 13 ans de différence, parfois, ça faisait presque une génération de différence. Et donc là, il y a des valeurs culturelles à chaque génération qui se transmettent comme ça par les médias, par les parents, par l'école, qui fait qu'on s'est confrontés beaucoup. Et on a dû s'apprendre mutuellement aussi. Moi, je sais que j'étais quelqu'un de très conflictuel, qui n'était pas de compromis. Et Serge, lui, toi, tu étais quelqu'un qui s'adaptait plutôt. Et donc, ça n'allait pas. Enfin. Et donc, Serge, toi, tu as dû apprendre à être plus confrontant, plus dans la dispute, quoi. Et moi, j'ai dû apprendre à être plus conciliante. Et ça marche. Si on a vraiment cette volonté d'avancer et de s'apprendre l'un l'autre, ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Super. À toi. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça, sur l'engagement ? Alors, ce que j'ai à dire sur l'engagement, ça va, c'est assez fort ? Ok. Ce que j'ai à dire sur l'engagement, c'est un aspect particulier, mais que je trouve très important, qui est la vision dominante qu'ont la plupart des couples, qui est une vision fusionnelle.
ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais culturellement, on valorise encore énormément le couple fusionnel. Comme si l'idéal, c'était de faire le maximum de choses ensemble, de passer le maximum de temps ensemble, de prendre évidemment les vacances ensemble, de sortir si possible ensemble. Et ça me paraît une grande différence entre le couple rêvé et le couple réel. C'est évident que le couple rêvé, comme Carole l'a décrit, ne se pose pas la question de la fusion. Pendant la période, appelons-la de lune de miel, où tout fonctionne, comme Carole l'a expliqué, et où j'ajouterais où on fait tout le temps l'amour aussi, ce qui n'est pas un détail, la question de la fusion ne se pose pas. On est dans la fusion. On a envie que l'autre soit là tout le temps. Quand il n'est pas là, il nous manque. Et donc la fusion s'impose. Mais la fusion n'est pas un bon plan dans le long terme. Parce que je vois, moi, la relation de couple comme quelque chose qui ressemble à la respiration. Alors de la même façon qu'on ne peut pas inspirer tout le temps ou expirer tout le temps, il faut des moments où on inspire, des moments où on expire. Les moments où on inspire, on peut considérer ça comme les moments ensemble, les moments de fusion, et les moments où on expire comme les moments où on a absolument besoin de se retrouver soi-même, de se retrouver seul, de se retrouver sans l'autre. Et c'est pas si facile parce que justement, c'est à ce moment-là que je dirais la pression culturelle nous joue des tours. Comme si le fait d'oser dire à l'autre, ben, le week-end prochain, j'aimerais bien le passer sans toi, n'est pas si facile à dire. Comme si on associait l'expression du besoin de se retrouver soi-même, le besoin de solitude, au fait de j'aime moins l'autre. Comme si on craignait qu'en exprimant ce besoin légitime, l'autre se dise, ben, dans le fond, ça y est, il m'aime moins ou il ne m'aime plus. Alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Et que donc, la légitimité du besoin de se retrouver seul, du besoin d'avoir des activités séparées, est une chose essentielle. Alors bien sûr, tout de suite, ce qui émerge, c'est « Ah, mais si l'homme que j'aime passe une semaine de vacances sans moi, il va en profiter pour coucher avec d'autres. » Donc, c'est important d'aborder cette question du besoin de solitude en la couplant, en quelque sorte, c'est le cas de le dire, en la couplant à la question de l'exclusivité sexuelle, dont on parlera tout à l'heure. Parce que trop souvent, on associe le fait d'exprimer un besoin d'être sans l'autre, on confond ça avec le besoin de coucher avec quelqu'un d'autre. Donc d'être aussi clair que possible par rapport à ça, et surtout de reconnaître la légitimité du besoin. Le besoin de solitude est un besoin parfaitement légitime et qui mérite d'être honoré, respecté et négocié à l'intérieur du couple. Oui, en même temps, il ne faut pas non plus que chacun fasse trop d'activités. Il faut aussi nourrir du temps pour le couple. Parfois, on peut même voir des couples, ils sont tellement habitués à avoir leur vie individuelle qu'ils passent non plus de temps ensemble. Donc c'est aussi important d'avoir des activités ensemble, pas que de vivre ensemble, d'avoir un hobby commun, d'avoir une passion commune pour pouvoir partager ça aussi. Si j'avais un tableau derrière moi, je ferais 3 petits dessins, c'est-à-dire je vais poser mon micro, sinon je ne peux pas vous montrer comme il n'y a pas de tableau. Waouh, super. Donc la fusion, c'est ça, hein, c'est deux cercles l'un sur l'autre, et il n'y a donc pas de place pour la respiration dont je parlais tout à l'heure. Un couple qui n'a plus rien en commun, c'est ça, et c'est finalement, l'objectif, c'est d'arriver à faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a une partie commune et il y a une partie qui ne l'est pas. Et on accepte l'idée qu'on ne fait pas tout ensemble, mais qu'on ne fait pas non plus tout seul. Donc c'est vraiment... Alors la partie commune va varier d'un couple à l'autre, mais ce qui est important, c'est d'en faire un objet de discussion ouverte, de négociation, pour que ce soit une question consciente. Mais finalement, c'est ça, c'est parler. Hein. Toujours. On y revient encore. Alors, voilà pour l'engagement, ce qu'on avait envie de partager, là où on en est dans nos réflexions aujourd'hui. Le deuxième thème qu'on aborde ce soir, c'est presque 3 conférences en une, c'est la sexualité. Donc, dans la sexualité, le couple rêvé, le couple fusionnel, tout est facile. Le désir est présent, tout le temps, même quand l'autre n'est pas là. Et s'il y a un problème, on n'en parle pas, ou on le met de côté en disant c'est pas grave, ça viendra après, ça va s'améliorer, ça va passer, on va se trouver, mais on n'en parle pas, on fait comme si tout allait bien. Dans le couple réel, ce qu'on remarque
tous, c'est qu'avec le temps, la passion diminue. Ce côté excitation diminue. Le désir d'être avec l'autre peut rester présent. L'amour avec l'autre est toujours là, mais il y a moins d'excitation sexuelle. Alors c'est souvent que la routine s'installe. Beaucoup de couples disent on fait l'amour comme sur des rails. On sait comment ça va se passer. Il y a un début, un milieu, une fin. C'est toujours la même chose. Ça se passe toujours au même moment. Ça se passe toujours au même endroit. Donc là, on n'a plus de créativité. On s'ennuie et on regarde ailleurs. On a l'impression d'avoir perdu sa liberté. Et en fait, je pense que quand on dit que j'ai perdu ma liberté, je pense qu'en fait, on est nostalgique de l'état amoureux. Alors, on peut effectivement travailler, en quelque sorte, c'est presque antinomique, mais c'est possible, à garder la créativité ouverte et à rester amoureux. La liberté, pour nous, en tout cas, ça n'est pas de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Ça, c'est plutôt une liberté très adolescente. Le vrai sentiment de liberté, c'est plus une sensation intérieure. C'est un sentiment d'être en accord avec les choix que je fais et d'être libre des répétitions. C'est ça qui est difficile dans une sexualité à long terme, c'est de sortir de la répétition. Donc c'est rester créatif, continuer à explorer et surtout communiquer. Il y a un moment après la lune de miel où il va falloir se mettre à communiquer verbalement, très concrètement sur la sexualité pour pouvoir continuer à l'explorer ensemble. Et là, je vais te laisser expliquer sur la communication. Vaste sujet, donc. L'absolue nécessité, une fois que la lune de miel est finie, une fois qu'on n'est plus dans l'état amoureux, mais qu'on est dans la relation d'amour sur le long terme, d'apprendre à communiquer en général et à communiquer dans le domaine de la sexualité en particulier. Alors, il faut que je fasse des choix, puisqu'on est limité dans le temps. Et si cette question vous passionne tout particulièrement, comme vous l'avez entendu dans la présentation, c'est le sujet d'un des 3 livres qu'on a écrits, hein, Mais tu ne m'avais jamais dit ça, donc qui est consacré totalement à la communication sexuelle. Pourquoi Mais tu ne m'avais jamais dit ça? Parce que dans nos consultations de couple, très souvent, après 1 ou 2 séances, on entendait l'un des deux dire à l'autre « Mais tu ne m'avais jamais dit ça ». Ce qui nous a... Si, il s'appelle de nouveau comme ça. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est juste. Mais tu ne m'avais jamais dit ça, c'est le titre qu'on avait choisi. Et puis il y a eu une réédition en poche avec un changement sans notre accord du titre. Mais enfin, le contenu n'a pas changé. Ça s'appelle Le Petit Guide du plaisir complice. C'est un titre que moi j'aime beaucoup moins, mais bon. Donc j'oublie que ça a changé de titre. Donc voilà, si vous voulez développer la question, c'est le sujet du livre. Alors donc j'ai fait des choix dans tout ce qu'il est possible de dire. Et je vais aborder d'abord la question de quand dire. Donc à quel moment dire, à quel moment communiquer. Alors on fait la différence entre communiquer dans le lit et communiquer hors du lit. Communiquer dans le lit, c'est évidemment réduit au strict minimum. Ce n'est pas le moment d'avoir des grands débats. Tiens, dans le fond, je voudrais te dire que la manière dont nous faisons l'amour ne me convient plus. Ce n'est pas le meilleur moment pour dire ça. Donc, dans le lit, c'est une communication qui se limite à des choses très concrètes, dans l'ici et maintenant. Ça a beaucoup à voir avec le confort. Je pense que c'est très important d'être attentif à son propre confort. Son propre confort est un cadeau qu'on fait à l'autre. Si on a la jambe coincée ou qu'on a le bras qui s'endort, c'est une bonne idée de dire j'aurais besoin de bouger parce que là, je ne suis pas tout à fait confortable. Ça peut aussi être évidemment une communication toute simple en termes de mots d'amour ou d'informations à se donner, de désir à exprimer. Donc ça, c'est dans le lit et c'est limité. Et puis alors, et ça c'est l'essentiel évidemment, il nous paraît fondamental de prendre l'habitude de communiquer à propos de la sexualité hors du lit et de pratiquer un outil, je dirais un bijou qui nous est très cher, que nous appelons l'écoute silencieuse. C'est quelque chose que nous pratiquons tous les mois depuis plus de 20 ans. Je ne dirais pas qu'on a commencé tout de suite, parce que pendant la période de lune de miel, ce n'était pas nécessaire. Mais donc ça fait, je ne sais pas, 21 ou 22 ou 23 ans que tous les mois, on consacre une soirée à cette écoute silencieuse.
Alors, comme le nom l'indique, c'est quoi? C'est une manière de se communiquer où on décide qui parle d'abord, puisqu'on parle tous les deux, mais qui parle d'abord. Et l'essentiel, c'est que pendant qu'il y en a un qui parle, l'autre ne fait absolument rien d'autre qu'écouter. Ça a l'air comme ça simpliste, mais je vous assure que ça a des effets énormes et extrêmement positifs. Donc ça veut dire que pendant que l'un des deux parle, l'autre n'interrompt pas, ne pose pas de questions, ne fait pas de commentaires, ne dit pas oui mais non. Rien, juste écouter. Ça a des effets positifs considérables. D'abord, ça permet de faire l'expérience tout à fait passionnante d'une écoute de qualité. Parce que vous aurez sans doute constaté que la plupart du temps, quand on a une conversation avec quelqu'un, pendant que l'autre parle, il y a une partie de notre attention qui est occupée à préparer la chose tout à fait intelligente et géniale qu'on a envie de dire nous. Et donc pendant ce temps-là, évidemment, on écoute moins bien. Donc de pouvoir s'installer pendant un long moment, j'ai rien d'autre à faire que d'écouter, c'est vraiment très très positif. Un autre aspect positif, c'est que petit à petit, on sort du côté ping-pong, qui très souvent caractérise aussi un échange sur un sujet délicat. Je voudrais te dire que l'autre jour, quand tu as dit que... Non, j'ai pas dit ça. Et pouf, on est parti. Mais si, tu as dit ça, mais non, j'ai pas dit ça. C'est pas très très intéressant. Donc c'est aussi un aspect positif de l'écoute silencieuse, c'est que ça permet de sortir de ce côté ping-pong polémique et d'apprendre petit à petit que dans un moment d'écoute silencieuse, on n'est pas à la recherche de la vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'on peut simplement se mettre en situation d'entendre la vérité de l'autre, ce qui est une vérité, pas la vérité. Tiens, c'est intéressant, il a vécu ça comme ça, ou elle a vécu ça comme ça, moi je l'ai vécu différemment, mais l'idée n'est pas de se mettre d'accord sur ce qui est vrai ou pas vrai, c'est simplement une découverte de la manière dont l'autre a vécu tel ou tel moment qu'on décide d'aborder pendant l'écoute silencieuse. Ça permet aussi, et c'est pas rien, qu'il y ait des silences, puisque une règle d'or, c'est que tant que celui qui a la parole n'a pas dit « j'ai fini », ça reste son temps de parole. Sinon, vous aurez remarqué aussi que dans une discussion, quand il y en a un des deux qui s'arrête, généralement, pouf, l'autre bondit et s'empare de la parole du fait du silence. Là, les silences font partie de l'histoire. Ça veut dire que grâce à ces silences, on peut en fait descendre plus profondément en soi-même. Parce que souvent, quand on décide de parler de quelque chose, il y a ce que le mental a décidé qu'on allait dire. Et puis une fois que c'est dit, si on a encore du temps de parole, c'est comme si on pouvait descendre un peu plus profondément à l'intérieur de soi-même et en fait accéder à ce qui est intéressant dans ce genre d'échange, c'est-à-dire à l'état de vulnérabilité, c'est-à-dire de s'exposer plus à un niveau émotionnel. Ce qui peut commencer par être un reproche peut petit à petit, grâce à l'écoute silencieuse, apparaître comme en réalité un moment difficile, un moment de souffrance, un moment accompagné d'une émotion qu'on peut alors partager à l'autre qui peut l'entendre. Donc tant que celui qui parle n'a pas dit « j'ai fini », c'est lui qui parle. Et puis quand il a dit « j'ai fini », c'est à l'autre à prendre la parole. Et l'idée, c'est évidemment d'essayer de ne pas tout de suite répondre à ce qui a été entendu, mais de parler aussi soi-même de ce qu'on a à dire sur l'état de la relation, sur comment ça se passe dans le couple. Après, on peut, si on est d'accord là-dessus, avoir un moment d'échange plus traditionnel. Il ne faut pas rigidifier cette écoute silencieuse. Mais dans un premier temps, celui qui parle en deuxième position, je dirais, doit s'efforcer de faire un peu comme s'il parlait le premier, en fait. Donc de dire ce qu'il a à dire plutôt que de répondre à ce qu'il a entendu. Alors ça, c'est quand dire, donc dans le lit et hors du lit. Et puis il y a quoi dire. Alors, oui, bien sûr. Juste rajouter sur l'écoute silencieuse que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à force de le pratiquer, on s'habitue à ce genre de communication et on le pratique en dehors de l'écoute silencieuse. Entre soi. Entre nous. Et que petit à petit, on sort de la polémique à d'autres moments que de ces moments d'écoute silencieuse. Et c'est beaucoup plus intéressant, évidemment. C'est vrai. C'est vrai, je dirais même ça rejaillit, à mon avis, sur la manière d'être en général. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais c'est intéressant quand quelqu'un énonce une idée avec laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord, plutôt que de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire se mettre à polémiquer, ce qui n'est pas forcément constructif, de dire simplement « c'est une idée intéressante, je vais y réfléchir » et de passer à autre chose. Juste faire l'expérience de ça pour voir ce que ça change dans la manière d'être en relation. Donc, quoi dire? Alors, deux sujets importants, c'est les désirs et les peurs.
Alors, ça a l'air évident, en fait, ça ne l'est pas du tout. Souvent, on nous dit, mais enfin, on est dans une époque où on parle de sexualité tout le temps et partout, il n'y a qu'à regarder les journaux, spécialement un certain type de journaux, c'est plutôt Gaël que le Monde diplomatique, on est d'accord, mais enfin, quand même, ça fait beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices, où il y a toujours un sujet sur le sexe. Donc on se dit, ah ben voilà, c'est gagné. En fait, pas du tout, parce que parler de la sexualité, c'est une chose, parler de sa sexualité, c'est tout à fait différent. Et donc, c'est comme s'il s'agissait d'oser commencer à parler intimement de qui suis-je dans ma sexualité. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai comme désir, qu'est-ce que j'ai comme limite, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Et de partager ça aussi simplement et aussi clairement que possible avec son partenaire. Même chose pour les peurs. L'idée qu'on puisse n'avoir aucune peur de rien à propos de la sexualité me paraît, moi, tout à fait illusoire. J'ai animé pendant des années des groupes d'hommes sur le thème de la sexualité, et alors, ou bien les gens qui s'y inscrivent ne sont pas du tout représentatifs, ou bien tout le monde a d'une façon ou d'une autre peur de quelque chose. Alors les peurs principales, pour les hommes, c'est quoi? C'est ne pas bander, c'est éjaculer trop vite, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un amant adéquat, de ne pas caresser sa partenaire comme il faut, de ne pas réussir à la faire jouir. Et bien sûr, n'oublions pas, j'ai un sexe trop petit, j'ai un sexe trop long, j'ai un sexe trop gros, j'ai un sexe... Enfin, de toute façon, j'ai pas un sexe comme il faut. Et donc, ça fait partie des peurs. Et pourquoi c'est important de les dire? Parce qu'une peur qu'on garde pour soi prend de plus en plus de place. Une peur qu'on accepte et qu'on partage a tendance à diminuer considérablement en intensité. J'ai parlé des peurs des hommes, il y a évidemment les peurs des femmes, la peur d'avoir mal à la pénétration, la peur de devoir faire une fellation quand elles n'en ont pas envie, ou a fortiori d'avaler du sperme quand elles n'en ont pas envie non plus. La peur aussi de ne pas être à la hauteur, de ne pas satisfaire son partenaire, de ne pas avoir assez souvent envie de faire l'amour, etc., etc. D'avoir mal. D'avoir mal. Voilà, donc la peur et les désirs. Ceci dit, l'écoute silencieuse peut aussi être l'occasion de parler de beaucoup d'autres sujets. Là, vu le thème de ce soir, je me concentre sur la relation sexuelle. On peut faire le point de la relation sexuelle telle qu'elle se présente. Et un élément que j'ai oublié, qui est essentiel, que tu m'aurais sûrement rappelé, c'est qu'en pratiquant une écoute silencieuse régulière, c'est-à-dire en fixant à chaque fin d'écoute silencieuse la date de la suivante, par exemple 1 mois plus tard, ou 15 jours plus tard, ou 6 mois plus tard, peu importe, ça c'est à vous de voir le rythme qui vous convient, mais en fixant la date où la rencontre pour l'écoute silencieuse aura lieu, on peut tomber sur un moment où tout va bien. Et où donc l'écoute silencieuse, ô merveille, va être l'occasion de se dire « mais c'est magnifique de vivre avec toi et j'adore faire l'amour avec toi et comme je suis content de t'avoir choisi comme partenaire ». Pourquoi c'est essentiel? Parce que sinon le risque, si on attend qu'il y ait un problème, une difficulté, c'est qu'alors on associe communication à quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. Alors que si on le fait très régulièrement, il y a forcément des moments où les choses vont bien. Et où donc on pourra dissocier communication avec quelque chose de lourd et de difficile, mais se réjouir de cette écoute silencieuse qui sera l'occasion de se dire des choses agréables. Donc, en plus de la sexualité, vous pouvez évidemment parler de l'état de votre relation au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau amoureux au sens large. Et vous pouvez aussi aborder toute une série de sujets importants comme les enfants, l'argent, les vacances, les familles d'origine, j'en oublie, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est déjà pas mal. Et donc d'apprendre sur tous ces sujets qui parfois sont délicats à communiquer avec cet outil merveilleux qu'est l'écoute silencieuse. Je voulais aussi dire par rapport, quand tu dis qu'on fait des écoutes silencieuses quand tout va bien, donc ça nous apprend à communiquer aussi, et c'est facile quand tout va bien. Et donc quand il y a des moments plus difficiles qui arrivent forcément, eh bien on a l'habitude de communiquer. On a déjà le vocabulaire, on a déjà le cadre, on a la structure, et donc on s'écoute mieux, on se comprend mieux. C'est vraiment un exercice, la communication, et comme toute chose, plus on le fait, plus on s'habitue et plus c'est facile. Donc quand c'est facile, quand ça va bien, mais ça reste facile quand ça va pas bien. Alors avant de passer au troisième et dernier sujet... Ah, voilà. Excuse-moi. Oui. Non, alors je voulais encore rajouter quelque chose.
par rapport à la sexualité, c'est qu'est-ce qui est générateur de désir dans le long terme. Alors, ce qu'on découvre, ce que les chercheurs trouvent, c'est que l'insécurité est générateur de désir. Plus une relation est sûre, plus on prend l'autre comme acquis, plus le désir va chuter. Donc ça, c'est très embêtant. Parce que si on veut faire un couple dans le long terme, créer une famille, il faut qu'il y ait de la sécurité, pour créer son nid, pour que les enfants grandissent, pour que tout se passe bien, il faut que ce soit sécure. Oui, mais si c'est sécure, il n'y a plus de désir, donc on ne fait plus l'amour. Alors on est comme frères et sœurs, les gens ils disent toujours, ça me fait rire, parce que les frères et sœurs, souvent ils se disputent beaucoup. Mais bon. Donc c'est ça qui est si difficile. Et ce qui est générateur de désir, c'est le manque de l'autre aussi. Les couples qui se séparent, ils se disputent, bon, ils disent ça va pas, on s'aime plus, allez, on se sépare, il y a le soulagement, ah ouf. Et puis chacun va chez lui. Et puis d'un coup l'autre commence à manquer, et puis on voit que ses bons côtés, et puis on a de nouveau envie de faire l'amour avec lui. Donc c'est très complexe. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre assez de sécurité pour mener à bien ses projets, mais assez d'insécurité pour garder le désir. Donc, moi je dis toujours, c'est regarder ailleurs, mais pas trop. Et c'est pas facile, mais c'est nécessaire de ne pas penser que l'autre est acquis, de ne pas se sentir comme acquis, de continuer à se sentir désirable, pas seulement par son partenaire, mais aussi désirable, de faire en sorte d'être désirable par le monde. Et donc, regarder ailleurs et pas trop. Nous, par exemple, on avait un contrat d'exclusivité. On s'était dit comment on va faire. Alors, on se disait, on va faire un contrat d'exclusivité sexuelle pour 1 mois. Et on a fait ça pendant 20 ans. Tous les mois, on disait, bon, allez, encore 1 mois. Mais c'était un contrat d'exclusivité assez petit. On peut dire ça. Donc, on était autorisés, on s'autorisait l'un l'autre à sortir seul, à flirter éventuellement, et donc à se sentir désiré et désirant. Mais on ne faisait pas l'amour avec des autres. Ça, c'était notre limite. Pas de pénétration. Très clair, vraiment timbre-poste, on appelait ça. Pas s'embrasser avec la langue. Et pas de fellation et de cunilingus. Pas de sexe oral. Mais tout le reste était permis. Et donc, on a beaucoup, par exemple, on a beaucoup pratiqué des massages avec d'autres, moi avec des hommes, Serge avec des femmes, des échanges de massages, donc très sensuels. Et c'était l'occasion de toucher d'autres peaux, de toucher d'autres corps, de découvrir d'autres sensualités. Mais on restait le couple premier et le timbre-poste. Et ça a très bien fonctionné. Et ça gardait notre sexualité très vivante. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on voit 50, 60 ans de vie de couple, comment on peut imaginer ne pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre que de son partenaire pendant 50 ans? C'est impossible. Je veux dire, désirer un autre partenaire, c'est naturel. D'abord, on n'a pas le choix, on ne fait pas ça exprès, c'est quelque chose de très instinctif, de très inconscient. Ça vient, tout d'un coup, ouf, on vibre à quelqu'un d'autre. C'est bon signe, ça veut dire qu'on est vivant. Si on n'avait pas de désir, ça veut dire qu'on serait mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce désir? Est-ce qu'on passe à l'acte ou pas? Ça, c'est le choix de chaque couple. Désirer un autre partenaire que mon partenaire, je n'ai pas le choix, ça se passe. Mais passer à l'acte, c'est-à-dire aller vraiment faire l'amour avec cette personne, là, j'ai plus de choix. Là, je peux dire non, je ne le fais pas, ou oui, je le fais. Et donc c'est vraiment un thème dont il faut discuter dans un couple. C'est l'exclusivité, ce que nous, on n'appelle pas ça fidélité, parce qu'on peut être fidèle à quelqu'un tout en couchant ailleurs, fidèle de cœur, fidèle à ses valeurs, mais on appelle ça, nous, l'exclusivité sexuelle.
Donc, sur 50, 60 ans, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est intéressant, je pense qu'au début d'un couple, de toute façon, l'exclusivité sexuelle existe. Et puis après, on s'engage. La sexualité devient un peu routinière. Donc là, on en parle et on peut continuer à explorer. Mais on peut aussi choisir d'ouvrir le couple. C'est-à-dire d'accepter d'avoir d'autres partenaires en dehors de son couple. Et pour ça c'est le choix de chaque couple que chaque couple peut faire. Dans mon expérience, je pense que c'est important, si on veut un couple dans la durée, un long terme, que le couple premier soit fort, qu'on ait assez confiance dans l'amour et ce qu'on a construit ensemble pour pouvoir s'ouvrir à d'autres relations sexuelles et d'être bien au clair que ces autres relations ne vont pas mettre en danger le premier couple. Si tout d'un coup le partenaire numéro 3, on va dire, peut tout d'un coup avoir envie de dire « oui, mais moi je veux vivre avec toi, je veux que tu quittes ton mari, je veux que tu quittes ta femme », alors là on a un problème. Et donc de chaque fois décider, ben non, je vais quitter ma maîtresse, mon amant, je reste avec mon partenaire. Bien sûr, si la relation est belle et aimante, et si le désir d'aller voir ailleurs n'est pas un signal d'alarme que la relation est insatisfaisante. Pour ouvrir son couple, je pense que c'est important que cette relation que je vais appeler première soit satisfaisante et que ce n'est pas une manière d'aller voir ailleurs. Et donc, nous trouvons intéressant d'en parler et de se le dire. Ok, on ouvre notre couple. Maintenant, il y a des couples qui font ce choix-là et qui jouent la transparence. Et ça, dans mon expérience, c'est pas top. Parce que ça génère beaucoup de souffrance, beaucoup de fantasmes, beaucoup de jalousie. C'est un peu morbide presque. Donc, alors oui, donc moi je dis être authentique mais pas transparent. C'est-à-dire authentique dans le sens que on en a parlé, notre couple s'ouvre à d'autres relations, mais on ne va pas se le raconter. Non, mercredi soir, je ne suis pas disponible parce que je vais avec mon amant. Ah ouais, tu sais, on a été au cinéma, puis après on a été à l'hôtel, c'était super. Non, je ne pense pas que c'est intéressant pour la relation première d'avoir tous ces détails. C'est ça que je veux, authenticité, mais pas transparence. Alors c'est sûr que c'est un choix difficile, c'est un choix nouveau, parce que l'adultère a toujours existé. Oui, comme j'ai dit, c'est la première cause avancée de divorce, c'est l'adultère. Et donc parfois on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine vraiment de mettre à la poubelle 10 ans de vie, puisque c'est au bout de 10 ans de vie commune, donc une belle complicité, une amitié forte quand même qui s'est nourrie pendant 10 ans, une bonne connaissance de l'autre, des valeurs communes. Est-ce que ça vaut la peine de mettre tout ça à la poubelle? S'il y a des enfants, ça va être difficile pour les enfants, mais les amis aussi sont très bouleversés toujours quand les couples se séparent. Les familles, les parents, les beaux-parents sont aussi toujours très bouleversés. Donc, c'est un peu comme quand on jette un pavé dans la mare. Il y a le pavé qui fait que ça fait mal, mais il y a tous les cercles aussi, de plus en plus loin, qui souffrent. Est-ce que c'est vraiment utile d'abîmer ou de détruire tout ça juste parce qu'on est nostalgique de l'état amoureux ou qu'on a envie d'aller un peu voir ailleurs parce que, voilà, en 50 ans... faire l'amour toujours avec une seule personne, c'est pas évident. Et ça n'a jamais été évident au cours de l'histoire. Mais c'est pas facile. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose à inventer peut-être, vu qu'on a toujours quand même envie de s'engager, on a toujours envie de créer un couple à long terme, de faire des enfants et de leur donner une structure sécure pour qu'ils grandissent et se développent bien. Et en même temps, on en a pour tellement, tellement longtemps, et c'est ça qui est très nouveau. Et on a vu que sans communiquer, sans outil de communication, une relation devient assez vite l'enfer. Et si on ne mise que sur la passion, ça s'arrête.
Donc il y a vraiment là quelque chose de nouveau à inventer, que je trouve, c'est toujours passionnant d'inventer quelque chose, parce que là on est créatif, on essaye. Alors bien sûr, on va un peu se faire mal, ça ne va pas être facile, toujours, mais ça peut aussi ouvrir des espaces magnifiques. Si tu voulais parler des oiseaux, tu te souviens? C'est un bon moment? Oui, les oiseaux. C'est une image très forte, qui n'est pas de moi d'ailleurs. Et comme si au moment de la naissance d'une relation, quand on est dans l'état amoureux, dans la lune de miel, on est deux merveilleux goélands qui volons dans des altitudes superbes avec des ailes immenses et on vole de concert dans le ciel d'azur. Et puis au fur et à mesure que la relation avance, la possessivité, la jalousie, le désir de limiter l'autre dans l'expression de sa nature profonde fait que petit à petit les ailes se rognent jusqu'à finir comme des poulets embrochés. Ce qui est un objectif peu attrayant. Et pourtant. Alors, juste une chose, j'espère que nous sommes clairs sur le fait que notre objectif ce soir n'est pas du tout de vous offrir des modèles. Tous les modèles sont possibles. Ce dont nous sommes absolument persuadés, c'est qu'il est dommage de ne pas faire ces questions que Carole vient d'aborder, de ne pas faire de ces questions une question ouverte. Je pense que s'il y a un point sur lequel nous sommes absolument convaincus, c'est la justesse de parler de tout ça, la justesse de parler de l'exclusivité sexuelle, de parler de sa jalousie, de parler de sa possessivité, de parler de ses peurs d'abandon, de parler de toutes les peurs que toutes ces questions peuvent naître, mais de ne pas mettre la question sous le tapis comme si de rien n'était, parce que ça c'est vraiment dommage. Donc quel que soit le modèle que vous choisissez, parlez-en. Il peut changer aussi. Et bien sûr, il change au fil des ans. Ok. Alors, donc, dernière chose avant de passer aux disputes, qui sera le dernier point, qui sera plus court que la question de la sexualité. Je voudrais nommer 3 questions qui reviennent beaucoup et à propos desquelles vous aurez peut-être des questions tout à l'heure pendant le temps de questions-réponses. Les 3 questions en rapport avec la sexualité, c'est la différence de rythme dans le désir, c'est l'anorgasmie et c'est l'éjaculation précoce. Alors, tout ça en 5 minutes, vous vous rendez bien compte que ça va être un peu superficiel. Mais c'est surtout pour vous dire que le sujet est ouvert et que si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. Différence de rythme, c'est exceptionnel, les couples qui à un moment ou à un autre ne rencontrent pas la difficulté née du fait que l'un a plus souvent envie de faire l'amour que l'autre. Statistiquement, c'est vrai que ce seront plus souvent les hommes qui auront plus souvent envie de faire l'amour que les femmes, mais il y a des couples dans lesquels c'est absolument inverse. Et ça ne rend pas ces femmes-là, entre guillemets, anormales. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette différence de rythme? D'abord, on reconnaît la réalité, on en parle, on ne fait pas comme si de rien n'était, une fois de plus. Et ensuite, on essaye de trouver... Bon, des solutions, c'est un grand mot, mais en tout cas des situations concrètes qui diminuent la souffrance née de cette différence de rythme. Alors, la situation la plus classique consiste à ce que chacun fasse un effort. Si monsieur a envie tous les jours et madame tous les 15 jours, eh bien faisons-le une fois par semaine, comme ça on fait tous les deux un effort. C'est probablement pas l'idéal à notre avis, c'est un peu superficiel comme idée. Généralement ça se pratique quand même, mais ça n'est pas suffisant, je pense. Alors nous, il y a 2 pistes qui nous paraissent intéressantes. D'une part, c'est la masturbation. On leur a dit, bon ben merci, on ne vous a pas attendu pour se masturber. Je ne sais pas si vous êtes conscient du fait qu'il n'y a encore pas si longtemps, on pensait que la masturbation, c'était quelque chose qui se pratiquait à l'adolescence et que c'était une phase nécessaire pour avoir plus tard une sexualité adulte dont la masturbation ne faisait plus partie. Foutaise, évidemment. Tout le monde se masturbe, ou presque. Pas tout le monde, donc si ce n'est pas votre cas, ne vous sentez pas non plus pathologique. Mais donc presque tout le monde se masturbe et tout au long de la vie. Donc le lien entre la masturbation et la question de la différence de rythme, c'est de voir s'il est possible d'intégrer davantage la masturbation dans le couple plutôt que de la pratiquer dans la solitude et parfois encore avec un reste de culpabilité ou d'inconfort.
Donc plutôt que de se masturber tout seul dans la salle de bain ou la toilette, pourquoi pas se masturber dans le lit en présence de l'autre, qui, s'il n'a pas envie de faire l'amour ce jour-là, peut néanmoins être présent, attentif, affectueux, sans devoir participer à l'excitation sexuelle, mais être très présent et amoureusement présent. Alors, ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais c'est une piste intéressante à connaître et peut-être que vous pouvez en parler. Une autre piste, c'est ce qu'on appelle les quickies, donc les petits coups rapides. Alors, les petits coups rapides, c'est un sujet délicat parce que on dit, oui, mais vous ne faites que réinventer le devoir conjugal. Bon, ce qui est évidemment pas une idée très réjouissante. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les quickies? C'est, alors, de nouveau, la plupart du temps, c'est dans la situation où un homme a plus souvent envie de faire l'amour que sa partenaire. L'idée, c'est qu'une partenaire peut être tout à fait disposée à accueillir son partenaire avec amour, à lui laisser faire l'amour, mais à la condition de ne pas devoir de nouveau participer à l'excitation sexuelle. C'est OK de t'accueillir en moi, c'est OK que tu éjacules, c'est OK que tu aies un moment de plaisir, mais ne me demande pas de participer à la fête. Je t'accueille avec tout mon cœur, mais ne me demande pas plus. Parfois, ça peut être intéressant. Pour certains hommes dont je suis, c'est une solution qui n'est pas facile parce que c'est comme si tout de suite je me dis oui mais j'aime pas l'image de moi comme ça. C'est comme si la marge est un peu étroite entre le violeur et ça. Je sais que c'est dans ma tête et que Carole a beau me dire avec amour mais non je t'assure c'est complètement ok, je t'aime, etc. C'est pas tout à fait confortable. Donc à vous de voir si vous êtes tous les deux confortables avec ça ou pas. Si oui, tant mieux. Et sinon, c'est pas une piste à explorer davantage. Anorgasmie chez les femmes, vaste sujet. Moi, j'aimerais juste dire que depuis des décennies maintenant qu'on écrit sur l'orgasme féminin, tout et n'importe quoi et dans tous les sens, je pense que le temps est venu de se sentir particulièrement relax par rapport à ça et de se ficher éperdument de savoir si c'est un orgasme clitoridien ou un orgasme vaginal ou un point G ou encore Dieu sait quoi d'autre, et d'être juste dans la conscience de la manière unique dont votre corps fonctionne et de ne pas en faire un fromage, c'est pas très joli de dire ça, ne pas en faire une histoire, et donc de relaxer par rapport à ça et de vraiment faire de son corps un terrain d'expérience en lui mettant le moins de pression possible. Parce que c'est ça finalement qui crée la souffrance. C'est la distance entre ce qu'on ressent et ce qu'on croit devoir ressentir. Donc d'être tranquille avec ce que je ressens est OK. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans la recherche par rapport à ça, mais... Oui, il y a quand même encore beaucoup de femmes qui ne connaissent pas l'orgasme et qui pensent que c'est foutu, mais ça s'apprend, on peut vraiment apprendre. Donc c'est pas foutu. Et je pense que, je sais pas, dans les statistiques, ils montrent des chiffres hallucinants, comme genre 80% des femmes simulent l'orgasme lors des rapports sexuels. C'est énorme, quoi. Et c'est dommage. Hein. Donc, dire et redire encore que 80% des femmes n'ont pas d'orgasme pendant la pénétration. La plupart des femmes ont besoin de stimulation manuelle ou orale sur le clitoris pour avoir un orgasme. Et donc, si elles n'ont pas d'orgasme pendant la pénétration, elles font partie de la grande majorité des femmes. Et c'est notre boulot à nous, les hommes, de ne pas faire pression, comme s'il y avait quelque chose à guérir, parce que rien qu'en te pénétrant, j'arrive pas à te faire jouir. Donc, d'une façon générale, essayer de ne pas mettre de pression sur sa partenaire pour qu'elle ait un orgasme, c'est un bon plan. Et pourquoi ça nous arrive aussi souvent à nous les hommes? C'est parce qu'il y a une part de notre virilité, masculinité qui dépend du plaisir qu'on donne à notre partenaire. Alors, en avoir conscience, ça aide à passer à autre chose, parce que c'est pas une manière très très intéressante d'envisager la sexualité. Mais c'est facile à dire, c'est pas facile à laisser tomber. Donc de nouveau, question ouverte. Dernier point, qui était une question considérable, l'éjaculation précoce. Si vous avez déjà lu notre livre ou si vous le lisez, vous verrez qu'il y a un sous-chapitre qui est « Tous les hommes ou presque sont éjaculateurs précoces ». Ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui arrivent à contrôler leur éjaculation, mais à un prix regrettable.
c'est-à-dire en ne pouvant pas vraiment se lâcher, en n'étant pas vraiment détendu, alors en serrant les dents, ou en ne s'excitant pas trop, ou en prolongeant les préliminaires, ou système classique en pensant à son contrôleur des contributions. Oui, un pauvre contrôleur. Intéressant, j'avais jamais pensé. Le contrôle de l'éjaculation et le contrôle des contributions. J'avais jamais fait le lien. Et donc, non, plus sérieusement, je pense qu'il y a beaucoup de couples dans lesquels cette question est une vraie souffrance. Et je parle en connaissance de cause. J'ai moi-même souffert pendant des années d'éjaculation précoce. Donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment quelque chose qui peut miner la vie et qui peut abîmer considérablement la sexualité. Comme si, au fur et à mesure qu'on se confronte à ce qu'on vit comme un échec, on entre dans un cercle vicieux. Parce qu'alors on a de plus en plus peur à la perspective qu'à l'occasion de la prochaine rencontre sexuelle, de nouveau, il y aura une éjaculation précoce qui surviendra. Et donc plus on a peur, plus on est tendu, et plus on est tendu, plus effectivement l'éjaculation est difficile à contrôler. Donc si vous êtes dans cette souffrance, faites le pas immense, d'abord de le reconnaître vis-à-vis de vous-même, ce qui n'est pas si évident. C'est un petit peu comme l'alcoolisme. Hein. Le premier pas, c'est de se reconnaître alcoolique. Donc le premier pas, c'est de se reconnaître éjaculateur précoce. Et le deuxième pas, c'est de nouveau d'en faire une question ouverte. C'est-à-dire de ne pas penser que vous allez apprendre quelque chose à votre partenaire qu'il sait bien et qui parfois aurait bien envie d'en parler, mais se dit que c'est peut-être pas elle à prendre l'initiative. Et donc ça peut vraiment abîmer considérablement la qualité d'une relation. Une fois que la chose est reconnue, qu'elle est nommée, il y a absolument, de nouveau j'en témoigne puisque j'en ai guéri, il y a absolument moyen de passer à autre chose et d'arriver à un état de détente qui fait que simplement la question ne se pose plus. Alors c'est un vaste sujet, la question de la respiration est fondamentale là-dessus. Et donc si vous avez des questions tout à l'heure, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que tant que cette réalité n'est pas reconnue et tant qu'elle n'est pas nommée, il y a peu de chances que les choses évoluent positivement. Une dernière chose encore par rapport à la sexualité et aux manières d'explorer et de la garder vivante dans un couple à long terme, c'est ce que nous avons appelé les rendez-vous d'amour. Alors ça paraît aussi très bizarre de se dire on prend rendez-vous pour faire l'amour. Et pourtant, quand on est amoureux et qu'on ne vit pas encore ensemble, on prend rendez-vous et on espère bien qu'on va faire l'amour. Donc on prend bien rendez-vous pour faire l'amour. Et dans nos vies quotidiennes aujourd'hui, entre le travail, les enfants, les loisirs, la culture, les amis, la famille, enfin on a des agendas hyper chargés. Et finalement, on se retrouve à faire l'amour à 11h quand on est crevé le soir parce qu'on est dans le lit. Et ça dure 5 minutes, 10 minutes parce qu'on se dit, oh là là, demain je me lève à 6h, allez vite, vite, vite. Et donc, c'est pas très sympa finalement. Alors bon, il y a la télévision, évidemment, qui pourrait être éteinte quelquefois, et justement, en prenant rendez-vous. C'est très relaxant, finalement, de prendre rendez-vous. Se dire, alors il y a jeudi matin, jeudi soir, dimanche matin, enfin, on peut trouver un moment dans la semaine, l'après-midi, ça dépend de ses horaires, mais de le savoir à l'avance, on peut s'y préparer, et puis ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'on va faire, mais déjà, rien que de se dire, bon, après manger à 9h, au lieu de regarder la télé, on va au lit, on se met au lit dans les bras l'un de l'autre, et on voit ce qui se passe. S'il ne se passe pas grand-chose, ou s'il se passe de la tendresse, ou des baisers, et que ça s'arrête là, c'est bon, ou une masturbation s'il n'y a pas d'excitation chez les deux, ou on fait l'amour. Mais il y a vraiment tout un... C'est comme si on met le cadre, mais ce qui est à l'intérieur du cadre, mais ça c'est spontané, c'est sur le moment ce qui va se passer. Et c'est très relaxant parce que on peut se dire, j'entends beaucoup, de nouveau la majorité des femmes qui trouvent qu'elles ont de la pression par rapport à leur partenaire qui a plus envie souvent d'elles, elles se sentent très coupables. Alors elles vont le soir où il y a non, pas ce soir, je suis fatiguée, allez demain. Allez, et puis demain, oui, j'avais dit aujourd'hui, mais là, non, vraiment, non, je ne peux pas. Allez, demain. Et puis, il y a cette espèce de poids comme ça qui pèse de jour en jour. Et puis, les hommes aussi, qui sont très inconfortables. On se dit, ah, peut-être que c'est ce soir. Alors, ils regardent comment elle... Parce qu'il y a des signes, hein, il y a toujours les signes. Ils disent, est-ce que ça va être ce soir et tout. Ah non, ça y est, elle est fatiguée. Wow. Donc, il y a une tension qui s'installe comme ça dans le couple. Alors que si on trouve un moment
pour le faire, ça fait un bien fou. Et puis, ça relaxe par rapport à la culpabilité et à la frustration. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre, mais ça vaut le coup d'essayer parce que c'est vraiment quelque chose qui détend beaucoup l'atmosphère dans un couple. D'avoir une sexualité, d'avoir des moments de sexualité. Voilà pour la sexualité, en tout cas ce qu'on avait envie de dire ce soir. Et alors, dernier sujet, ça va, je continue. Les disputes. Couple rêvé, bon, facile, pas de dispute, on est toujours d'accord. Si on n'est pas d'accord, on s'écrase, tout va bien, quoi. Et puis, couple réel, les disputes sont inévitables. Oui. C'est le premier point, ce sera rapide de nouveau, la différence entre couple rêvé et couple réel. Le couple rêvé imagine que puisqu'on s'aime, on ne va jamais se disputer. Foutaise, évidemment. Dans la durée, c'est absolument impossible de ne pas avoir de conflits, de désaccords, de problèmes de pouvoir, de territoire. Donc, les conflits font absolument partie de la vie d'un couple qui va bien. Et c'est plus intéressant d'accepter l'idée qu'on va se disputer et donc d'apprendre, pour reprendre le titre d'un autre de nos livres, comment bien se disputer en couple, plutôt que de fixer un objectif absolument inatteignable qui est on ne se disputera jamais. Et ce que nous constatons aussi, c'est que, vous savez, on voit ça souvent au cinéma, hein, un des partenaires qui laisse une lettre sur la table pour annoncer qu'il est parti. Alors ça se passe plus souvent au cinéma que dans la réalité, mais ça arrive aussi dans la réalité. Et moi, mon hypothèse, c'est que si on faisait une enquête là-dessus, on verrait que pour en arriver là, ce sont les couples qui ne se sont pas disputés. Donc c'est vraiment un bon plan d'accepter le principe des disputes, et après on va voir comment on peut faire pour que ça se passe bien. Anticipation, négociation. Alors, si les disputes sont inévitables et qu'on peut apprendre à bien se disputer, ça veut dire quoi bien se disputer? Ça veut dire se disputer sans violence et sans que ça dure. C'est déjà pas mal. On peut éviter la violence physique, évidemment, mais limiter la violence verbale aussi, et que la dispute ne dure pas longtemps, qu'elle ne pourrisse pas toute la soirée, ou toute la journée, ou tout le week-end. On a déjà fait 2 grands pas en avant. Il reste qu'il y a aussi moyen de limiter le nombre de disputes. Et un de ces moyens, c'est l'anticipation. Moi, je crois beaucoup à la richesse de l'anticipation. Par exemple, il est convenu que dimanche prochain, vous allez manger chez les parents de l'un ou de l'autre. Alors, se limiter à « tu te souviens que dimanche prochain, on va manger chez mes parents ?» ça ne suffit pas. Donc, anticiper, c'est quoi? C'est aller dans le détail de comment ça va se passer. On part à quelle heure, qui il va y avoir, combien de temps on va rester, est-ce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, etc., etc. Bon, je limite et je caricature un peu, mais vraiment, si on a un problème avec la belle famille, mais même d'une façon générale, ce genre de circonstances gagne à être clarifié. Moi, par exemple, une chose, alors un exemple très personnel, si on décide d'aller faire des courses ensemble, moi j'ai absolument besoin que ce soit clair sur la durée et ce qu'on va chercher. Le nombre de magasins. Parce que, tiens, si on allait voir tel magasin, oh ben puisqu'on est là... Donc, ok, d'accord, on va faire des courses ensemble, mais j'ai absolument besoin de connaître le programme et de convenir qu'on ne va pas changer le programme. Parce que sinon, généralement, quand on ne fait pas ça, ben, ça se passe mal et on s'engueule et ça, c'est un mauvais moment, alors que c'est assez facile que ce soit un bon moment. Donc, essayer d'anticiper et d'apprendre, en fait, à négocier. À négocier. Donc, une fois que, je reprends l'exemple, ok, dimanche, on va chez tes parents. Oui, j'aimerais bien qu'on parte à 8h du matin et qu'on rentre à minuit moins le quart. Ben... Non, ça ne me va pas. Moi, je préférerais qu'on parte à 11h et qu'on rentre à 18h. Bon, ben alors on négocie, on parle, on cherche une solution win-win, comme tu disais tout à l'heure, qui va faire qu'on pourra passer un aussi bon dimanche que possible. Donc, apprendre à anticiper et à négocier. Les sujets de dispute, c'est principalement quoi? C'est principalement la répartition des tâches du ménage. Il y a un de nos livres qu'on avait pensé intituler « Mais tu avais dit que tu sortais les poubelles ».
c'était quand même un peu plat comme titre, donc on n'a pas retenu ça. Mais la question des poubelles, elle est symbolique, mais elle est très intéressante. Donc la répartition des tâches ménagères, les modalités d'éducation des enfants, l'argent, question tout à fait intéressante, les loisirs et la sexualité, bien sûr, qui peut, comme nous l'avons vu, être l'objet de tensions. Et donc, ah oui, ça m'arrive souvent. C'est dommage. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Le vieux se fatigue. Ça m'a coupé là, tiens, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais des sujets. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, voilà, je pense avoir énoncé les principaux sujets de dispute, mais vous pouvez en avoir d'autres. Un mot encore, il y a des couples aussi qui se servent de la dispute pour créer la distance. J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir des moments à soi. Alors, quand on n'ose pas le demander, une des façons de créer un moment pour soi, c'est de créer une dispute. Parce qu'alors on s'en va en claquant la porte. Et en fait, le vrai objectif, c'est de se retrouver un moment tout seul. Mais ça me paraît plus facile de le demander plutôt que de devoir passer par l'étape dispute. Et juste, on dit on se dispute et c'est normal. Et apprendre à bien se disputer, c'est souvent revenir sur la dispute. C'est-à-dire, on se dispute, il y a un moment émotionnel, on monte dans les tours, il y en a un qui part en claquant la porte, en général c'est toujours le même. Et après, on se boude, on n'en parle pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours passent, ça dépend des couples, des fois des semaines. Et puis petit à petit, la relation reprend, mais on ne reparle plus jamais du problème. Et donc, c'est très important de revenir. Et parfois, quand on revient sur le sujet, hop, ça recommence, on se redispute. Et donc, c'est vraiment important de creuser, de creuser. Moi, je dis toujours, les couples qui ne se disputent pas assez. C'est-à-dire, on ne se dispute pas jusqu'à la résolution du conflit, c'est-à-dire trouver le compromis. On se dispute et on casse la relation. Enfin bon, c'est très important de revenir sur le sujet de la dispute après s'être un peu calmé. En général, ça prend au moins 20 minutes pour que l'adrénaline se dissolve dans le couple, dans le corps. Dans le couple aussi, oui. Et d'ailleurs, je voulais parler de notre couple, et c'est une formule qu'on trouve très souvent dans les couples, c'est qu'il y en a un qui est colérique et l'autre qui est plutôt apaisant. On se clive, chacun prend son rôle. La majorité des couples, c'est comme ça. Il y en a un qui se met très facilement en colère et l'autre qui est là plutôt calmer le jeu. Alors, dans mon jargon de psy, le colérique, on appelle ça un agressif défensif. En fait, c'est quelqu'un d'assez sensible et assez susceptible qui va se sentir très vite attaqué et qui, pour se défendre, va attaquer. Et l'autre, celui qui est plutôt le pacificateur, on va l'appeler le passif agressif. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas être frontal, qui ne va pas dire les choses qui ne lui plaisent pas en face, mais qui va trouver un moyen par la bande. Et donc nous, on avait ça très fort. Moi, j'étais l'agressive défensive et Serge était le passif agressif. C'est-à-dire que moi, si j'ai un problème, bam, j'y vais, je le dis. Je le disais avec beaucoup de violence. Maintenant, j'ai appris à le dire sans violence. Et Serge, lui, quand il était fâché avec moi... Ah bon. Et Serge, lui, quand il était fâché avec moi, en fait, il ne me le disait pas, donc passif-agressif, pas frontal, mais par la bande. C'est-à-dire, par exemple, il a un défaut, tu as un défaut, tu es distrait. Voilà, c'est un défaut. Mais c'est acceptable. Mais quand il y avait quelque chose que j'avais fait qui n'y avait pas plu, tout d'un coup, sa distraction était exponentielle. Genre 10 fois par jour, il oubliait, il renversait, il faisait des trucs qu'on avait convenus qu'on devait faire, qu'il ne faisait pas. Il oubliait de fermer la porte des toilettes. Par exemple. Il mettait les trucs où on n'avait pas l'habitude de les mettre. Enfin, que des choses qu'il savait qui allaient m'énerver. Et donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, à la fin de la journée, l'agressif défensif que je suis explose.
vraiment, j'en ai marre, mais t'as vu comme tel. Et donc lui pouvait me dire, mais toi, t'as vu comment t'as vu comme tu me parles, mais vraiment quel caractère, vraiment t'es difficile. Et donc c'était sa manière à lui de se débarrasser du ressentiment qu'il avait vis-à-vis de moi par rapport à quelque chose que j'avais fait, que je ne savais toujours pas finalement, mais comme je ne savais même pas qu'il en était question, je ne m'en rendais pas compte, mais lui se sentait mieux. Donc je me mettais en colère à sa place. Et c'est souvent comme ça dans les couples. C'est-à-dire, il y a des fois où je me mettais en colère parce que j'étais en colère, mais il y a beaucoup de fois aussi où je me mettais en colère à sa place. Et donc, ça a été un grand travail pour nous par rapport aux disputes, de moi arrêter d'être violente, de chercher à être moins susceptible, c'est-à-dire de ne pas toujours me sentir attaquée quand on me faisait une remarque, mais de simplement écouter le monde de l'autre et d'accepter que, ben voilà, je t'ai fait mal, je t'ai blessé, mais ça n'était pas mon intention. Alors que l'agressif défensif, si on lui dit qu'on l'a blessé, tout de suite, c'est non. Il ne peut pas dire je suis désolé. Parce que s'il dit je suis désolé, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de faux. Alors j'ai dû apprendre à décoller ça. C'est-à-dire que je pouvais être désolée d'avoir blessé Serge et que lui savait que ce n'était pas malveillant de ma part, cette blessure. Et toi, tu as dû apprendre à être plus frontal, c'est-à-dire de venir me dire quand tu fais ça, ça ne me convient pas, et à te mettre en colère. Et donc, c'est ça, je dis, le couple de nouveau est intéressant parce qu'on s'apprend des choses et on évolue. Parce que cette manière d'être moins agressive frontalement, moins réactive, je dirais, je l'ai vraiment appris, développé dans notre couple, mais c'est quelque chose que je peux exporter en quelque sorte dans mes autres relations. Voilà, conclusion. Oui. Bien, ce qu'on pourrait voir aussi le couple à un niveau presque plus spirituel, alors je dirais, en disant que quand on est amoureux dans le couple rêvé, on a les canaux tout ouverts, l'intellect, le cœur, le sexe, comme si, et l'autre aussi, et donc c'est comme s'il y a des flux d'énergie qui passent, on est d'accord intellectuellement, on s'aime et on fait l'amour ensemble, et que dans le couple réel, il y a quelque part ces canaux ou ces portes qui se ferment, pas toutes, parfois plus une que l'autre, et qu'il y a un travail à faire, d'abord de conscientiser ça, et ensuite d'être dans l'intention de l'ouverture et pour retrouver ces canaux qui s'ouvrent et qui sont en harmonie. Et plus le couple travaille sur sa relation, et plus on s'engage dans la durée, plus quand ça s'ouvre de nouveau, ça devient de plus en plus vaste, et de plus en plus profond, et de plus en plus extatique, je dirais presque. Donc, c'est mettre de la conscience pour recréer des moments d'ouverture et d'état amoureux. Et tous ces moments d'ouverture et d'état amoureux solidifient le couple, l'aident à traverser les moments difficiles. Et je crois que si on se parle quand tout va bien et qu'on ouvre des sujets comme l'argent, la fidélité, etc., quand ça va bien, plus quand on va être en crise, on va avoir l'habitude de se parler et l'habitude de s'écouter et l'habitude de se dire aussi. Oui, je rebondis sur le mot crise, parce que peut-être l'impression que vous avez, c'est que nous avons passé 25 ans merveilleux à être chercheurs, où ça a toujours été quelque chose de fantastique de vivre l'un avec l'autre. C'est pas vrai. Il y a eu des crises profondes, on a plusieurs fois été au bord de la rupture, on a nommé même l'envie de se séparer. Et donc c'est important, je pense, que vous réfléchissiez aussi à la justesse de traverser une crise.
sans aller jusqu'à penser qu'il faille à tout prix faire tenir un couple à travers tout. Il y a des séparations qui sont absolument justifiées et qu'il n'y a pas lieu de regretter. Mais il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'il y a un joli livre de Christiane Singer qui s'appelle « Du bon usage des crises ». Et donc c'est ça le critère. C'est-à-dire la crise peut vraiment être l'occasion de grandir, de plus de conscience, de passer à une autre forme de relation amoureuse. Et donc on a fait à ce moment-là bon usage de la crise. Mais ne pensez pas qu'il n'y en a pas eu. Et ne pensez pas qu'il n'y en aura plus d'ailleurs. Ça me fait penser, la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, on voulait divorcer. Et en même temps, après, donc genre, ça a quand même duré 2-3 mois où ça tirait, on n'était pas d'accord et tout. Après, chacun, on s'est dit, en fait, on disait qu'on voulait se divorcer, mais en fait, on savait que non. Parce que c'est ça aussi qui est très chouette, c'est que plus on traverse des crises, plus quand elles arrivent, on sait qu'on peut la traverser. La première, on ne sait pas, c'est vraiment qui tout double. Mais après 5 ou 6, on commence à se dire, bon... Allez, on va passer à la prochaine étape. On remonte les manches et puis on se met à table. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Il y aura 1000 choses encore à dire sur le couple. Hein. On n'est pas du tout exhaustif. C'est juste des pistes qu'on vous lance comme ça. Réagissez, ne soyez pas d'accord ou soyez d'accord, mais surtout parlez-en si vous êtes en couple. C'est vraiment l'idée d'ouvrir des débats entre vous. Merci.